Bonjour et bienvenue à cette deuxième édition du cycle Matériaux, Recherche, Innovation, un cycle de séminaires organisé par l'Institut de sciences des matériaux de l'Alliance Sorbonne Université. Cet institut regroupe les équipes et les chercheurs dans la thématique large des matériaux au sein de Sorbonne, de l'Université technologique de Compiègne et du Muséum national d'histoire naturelle, autour des disciplines qui sont physique, chimie, sciences de la Terre, mécanique, ingénierie. La recherche y est largement interdisciplinaire et les thématiques que soutient l'Institut, autour duquel la recherche se fait dans les équipes de l'Institut. Ces thématiques peuvent être les matériaux pour l'énergie, les enjeux environnementaux et de durabilité. Ça peut être les matériaux pour la santé, les matériaux industriels, bien sûr les défis fondamentaux dans le domaine des matériaux. Et l'Institut donc a un certain nombre de missions. Une, c'est d'animer la recherche dans ce domaine interdisciplinaire et d'aider à structurer cette recherche. Nous avons un appel à projet annuel pour des contrats doctoraux et postdoctoraux. Nous animons et nous organisons et soutenons aussi des workshops et des écoles d'été dans cette thématique, aussi au niveau international. Nous avons aussi une mission sciences, culture et société, une mission de vulgarisation. Et dans ce cadre-là, par exemple, nous intervenons dans le cadre de la Fête de la Science ou bien avec des initiatives propres à nous autour du patrimoine scientifique, l'histoire des sciences. Et finalement, nous avons une mission formation. C'est le but de ce cycle de séminaires. Donc, l'année passée, c'était plus autour de la recherche fondamentale. Cette année, nous nous concentrons sur la recherche en entreprise et l'insertion professionnelle. Donc, c'est un cycle de 5 séminaires. Il y a le 18 février, le 11 mars et le 18 mars, 3 séminaires par des cadres dirigeants. Emmanuel Gouillard, directrice scientifique de Saint-Gobain Recherche Paris, Laurent Isoré, directeur produit du syndicat français de l'industrie cimentière, et Francis Schmitt, directeur de programme R&D automobile chez ArcelorMittal. Donc, ces 3 séminaires parleront de matériaux qui sont très présents dans notre vie quotidienne, aussi à l'industrie. Donc, il s'agit du verre, du ciment et de l'acier. Alors, ça n'a pas l'air comme ça, mais quand on considère la valeur ajoutée à ces matériaux par des procédés industriels, ce sont véritablement des matériaux hautement technologiques. Et ce sont des matériaux qui sont aussi importants du point de vue, dans le contexte actuel, puisque ces procédés industriels sont énergivores, il faut les revoir pour les rendre compatibles avec les défis posés par la crise climatique. Et en même temps, ces matériaux bien utilisés avec la valeur ajoutée pertinente peuvent être des ressources dans le combat contre cette crise climatique. Donc, ces 3 conférenciers nous parlerons de tous ces défis et les perspectives dans ces domaines-là. Nous avons aussi, et ceci c'est plus le côté insertion professionnelle et concerne le conférencier d'aujourd'hui et aussi le dernier séminaire le 25 mars.
deux jeunes cadres qui sont docteurs. L'un, Lionel Marsin, le 25 mars en mécanique, et aujourd'hui Andrea Paradisi, docteur en physique. Ils vous parleront avec un accent un petit peu plus, ils parleront bien sûr de leurs activités de recherche en entreprise, mais aussi avec un accent un petit peu plus sur leur parcours, ce qu'ils font aujourd'hui, comment ils sont arrivés là. Et bien entendu, pour ces conférences-là, mais aussi pour tous les autres, votre participation, discussion est souhaitée, sollicitée et bienvenue pendant la discussion. Donc, un dernier mot sur la modalité de ces talks. Donc, effectivement, il y a une partie conférence. Et pendant la conférence, vous pouvez poser des questions par chat que moi-même et Emmanuel Sojo, chargé comme de l'Institut, relayeront à Andrea, soit pendant son talk, soit après. Et dans la partie discussion, évidemment, vous pouvez activer vos micros et lever la main, la petite main jaune ou marron, pour poser des questions directement à Andrea. Et j'espère qu'on aura une bonne discussion. Donc, on va passer à la conférence d'Andrea. Andrea, c'est quelqu'un que je connais très bien parce que j'étais son directeur de thèse. Il va parler de son parcours, de ses aspirations pendant qu'il était étudiant, jeune docteur et aujourd'hui, comment il est arrivé là, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. Il va nous expliquer un peu ces différentes étapes et comment il les a franchies. Et donc, Andrea, tu peux partager ton écran. Bienvenue. Merci d'avoir accepté de faire cette première conférence. Andrea est donc aujourd'hui cadre. Il va vous expliquer exactement ce qu'il fait chez Renault. À toi, Andrea. Merci, Abay, pour cette introduction. Donc, quand tu parlais d'accent, je ne sais pas si tu faisais référence à mon accent italien, que je pense que vous allez bien remarquer. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette opportunité de parler aux gens qui sont aujourd'hui à l'université, qui ont quelque part fait mon parcours et qui, je pense, ils ont les mêmes questions que j'avais moi-même à l'époque de mes études, de mon parcours en thèse avec toi. Donc, je répète un peu ce qu'il a dit Abay. N'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez m'arrêter à tout moment. En tout cas, voilà, je n'ai pas prévu de parler 1h30 sur ça. L'idée, c'est que je puisse répondre à vos questions. À la fin, il y aura évidemment un espace dédié à ça, mais encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Donc, effectivement, je vais vous parler un peu de mon parcours, surtout en mettant l'accent sur la partie après mon parcours académique. Et voilà, je veux un petit peu vous expliquer ce que j'ai fait aujourd'hui. Chez Renault, justement, comme le disait le professeur Chouka, je suis un consultant en stratégie opérationnelle pour tout dire. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire dans quelques slides. Mais pour y arriver, voilà, j'ai fait tout un parcours qui n'a rien à voir avec la stratégie, rien à voir avec l'automobile. Surtout, mes études sont très différentes de ce que je fais aujourd'hui. Et je vais vous montrer un petit peu ces parcours, comment je suis arrivé là et pourquoi, en fait, une thèse m'a aidé et mon parcours d'ingénieur m'a aidé à arriver à ce moment-là. Donc, mon parcours académique, en quelques mots, j'ai commencé mes études en Italie. Bon, moi, je suis originaire de Rome. Donc, j'ai fait une formation d'ingénieur en électronique.
Et ces études, en fait, ils m'ont amené à venir en France avec un stage dans le laboratoire du professeur Choukla, en physique appliquée. Pour vous donner quelques indications, à l'époque, le travail était sur les matériaux bidimensionnels, donc des couches très, très fines des matériaux un peu exotiques. Et on cherchait à faire des capteurs de lumière avec ces matériaux-là. Ensuite de ça, donc on est au début 2013, j'ai fini mes études en ingénierie et donc professeur Choukla m'a proposé de continuer le travail qu'on avait commencé ensemble dans son laboratoire. Et donc, j'ai appliqué pour pour la thèse, j'ai été accepté. Donc, voilà, j'ai commencé mon travail de docteur, des doctorants plutôt, dans le laboratoire à l'IMPMC. Et donc, la thèse s'est terminée en 2016. Donc, pour vous donner quelques informations un peu techniques, voilà, pour peut-être vous donner quelques informations que vous connaissez, peut-être, je ne sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de doctorants aujourd'hui qui sont là, ou même des gens en master. En gros, la thèse était focalisée vraiment sur le développement d'une technique pour les dopages des matériaux ultra fins, des matériaux bidimensionnels déposés sur verre. Donc, cette technique s'appelle dopage par charge d'espace. C'est une technique qui exploite des propriétés du verre, notamment la présence des ions qui sont plus ou moins mobiles sous certaines conditions dans les verres. Et donc, la théorie qu'il y avait derrière, qu'on voulait démontrer avec le professeur Choukla, c'était de pouvoir déplacer ces ions dans le verre pour pouvoir en fait moduler avec la charge que ces ions cumulés ou déplétés à la surface du verre pouvaient induire dans les matériaux, un petit peu comment ça se passe dans un transistor. Avec la différence que ces dopages étaient permanents quelque part. Et donc, on a réussi à démontrer ça, on a fait des articles, on a fait un très, très bon travail ensemble et on a aussi mené des études au-delà de la démonstration de la technique sur des matériaux tels que les graphènes ou l'oxyde des encres. Donc, j'ai listé quelques activités, je pense que c'est à peu près l'exhaustivité de ce qu'on faisait, au moins les choses les plus importantes. Aussi pour souligner un petit peu les contrastes avec ce que j'ai fait aujourd'hui, comme vous allez le voir un petit peu plus tard. En gros, on faisait tout le travail de A à Z, ce qui n'est pas très... ça ne se fait pas très, très souvent dans des thèses. Des fois, des échantillons sont préparés par d'autres laboratoires, caractérisés ailleurs et après analysés les laboratoires où on fait la thèse. Dans mon cas, c'était vraiment un travail de A à Z. On fabriquait nous-mêmes nos échantillons. On a préparé avec les postdocs de l'époque qui aujourd'hui mettent des conférences dans les laboratoires, Joan Biscaras, toutes les banques de tests pour faire les mesures, des mesures à très basse température avec des gros champs magnétiques. Donc, on faisait tout ça. Il y avait aussi la partie communication, analyse des données, etc. Donc, c'était un travail très intéressant qui m'a donné beaucoup de satisfaction et qui, voilà, au final, il a obtenu des résultats que on peut dire assez importants. Une dizaine d'articles publiés au cours de la thèse et après. Il a permis de faire 5 thèses, dont la mienne, qui se base sur cette technique-là. Et bon, la technique était aussi brevetée et voilà, des études sont toujours en cours. Abba, tu me corriges si j'ai dit de bêtises, pour chercher des applications justement de cette technique. Bon, je pense que vous connaissez un petit peu peut-être cette image. Donc, c'est le message que je voulais faire passer là, c'est que dans l'immensité de la science, c'est peut-être juste une goutte d'adoption, c'est travail, mais quand même, il a permis d'arriver à quelques résultats. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, après un travail de thèse, on doit passer au monde de l'entreprise? Parce que finalement, on passe 3 ans de thèse, voire plus 4 ou 5 ans avant ça pour faire des études d'ingénieur ou en sciences de manière générale. Pourquoi on devrait passer à l'entreprise après avoir investi aussi temps dans un domaine en étant hyper spécialisé dans quelque chose?
Donc, je pense que c'est des questions que vous pourrez avoir, c'est des questions que sûrement moi-même j'avais. Mais finalement, en faisant un bilan de ce que j'avais envie de faire, il y avait dans un premier temps l'envie d'aller voir d'autres horizons, ce qui était envisageable aussi dans le monde de la science, mais vraiment, c'était l'envie d'aller voir, travailler sur des projets, entre guillemets, un peu plus concrets, donc des produits et services qu'on utilise au quotidien. Avec ceci, je ne veux pas dire que la science n'amène pas à avoir des produits au quotidien, au contraire, mais disons que les gaps temporels sont vraiment beaucoup plus allongés. Imaginez une innovation qui naît dans une université pour les voir sur un marché, pour les voir un impact, pour avoir un impact sur la vie des gens, ça peut passer potentiellement beaucoup plus de temps. Et ben ensuite, moi, j'étais aussi intéressé par tout ce qui est management. Donc, comme gérer des projets, gérer des équipes, c'est quelque chose que j'avais envie de connaître, d'apprendre. Et donc, c'est un peu pour ces motivations que j'ai pris la décision de passer en entreprise et de ne pas continuer sur un parcours académique qui voilà, m'aurait amené probablement faire des post-docs, peut-être dans d'autres pays, et de venir mettre des conférences peut-être en France ou en Italie ou dans d'autres pays. Donc, après la thèse, ça, c'était mon parcours professionnel. Donc, vous voyez, il y a presque pas de lien avec l'université, à part l'expérience juste avant le groupe Renault. Donc, tout de suite, quelques mois après la thèse, j'ai rejoint une entreprise qui s'appelle Alten. Alten, c'est une entreprise qui fait conseil en ingénierie. Et donc, bon, je vais vous expliquer un petit peu ce que je faisais chez eux. Mais comme vous voyez, ça n'a pas duré très longtemps. Ça durait de mémoire 2 mois et demi, 3 mois, quelque chose comme ça. Parce que ce n'était pas du tout ce que j'envisageais pour moi comme expérience professionnelle juste après la thèse. C'était un travail très d'ingénierie dans le sens qu'il n'y avait presque pas d'innovation. Et moi, en étant tout fraîche des thèses, c'est un petit peu l'innovation que j'ai cherché, avoir un passage en entreprise qui n'était pas aussi, entre guillemets, violent dans ce sens-là. Et du coup, j'avais encore envie de garder un lien avec ce que j'avais fait dans la thèse. Et c'est pour ça que j'ai rejoint une petite startup qui s'appelle Cleria en tant qu'ingénieur de recherche et derrière chef des projets que vous allez voir derrière, elle était un petit peu plus en lien avec ce que j'avais fait dans la thèse. Et donc, ça m'a motivé pour justement faire ces passages à l'entreprise un peu plus souples que l'expérience chez Alten. Et donc, après cette expérience, mon envie de pousser encore plus mes compétences en management, en résolution de problèmes, ça m'a poussé à me préparer, à me former au métier du consultant. Et c'est ça qui m'a donné l'opportunité de rejoindre le groupe Renault pour voilà, devenir un consultant stratégique. Donc, quelques mots sur les expériences passées avant de rentrer vraiment dans les détails de ce que je fais aujourd'hui. Chez Alten, donc, chez Alten, mais chez Renault en fait, parce que Alten, comme je disais, c'est une boîte de conseil, c'est une boîte de prestations. Et donc, en gros, il donne des ingénieurs à d'autres boîtes pour faire des activités d'ingénierie dans plusieurs domaines. La chance voulait qu'à l'époque, il m'a envoyé chez Renault voilà, pour travailler sur le système multimédia. Et en gros, c'était vraiment c'était un travail pas très stimulant pour moi-même. C'était vraiment quelque chose de personnel parce qu'il s'agissait de faire des rédactions de cahiers de charges, comme vous les voyez à l'écran, valider les produits qui étaient en train d'être développés, analyser la concurrence. D'ailleurs, ça, c'était assez sympa parce que on avait un parc automobile assez large avec voitures de tout type. Hein. Donc, moi, j'avais le droit de les prendre, de les tester, de regarder les systèmes multimédia. Donc, je m'amusais à prendre des Mercedes à 70 000 euros pour aller les voir dans les technocentres de Renault. Mais bon, comme je disais, cette expérience ne correspondait pas vraiment à mes envies et mes ambitions à l'époque, même si ça m'avait donné l'opportunité de connaître un petit peu le monde automobile.
que je trouve très passionnant. Mais voilà, les activités que je faisais, ce n'était pas en lien avec ce que je voulais. Du coup, quand je dis il y a un instant, j'ai eu cette opportunité de rejoindre une startup, Clélia, qui était, à l'époque, elle avait 6 ou 7 employés, dont moi. Donc, c'était un environnement très similaire à ce que je connaissais dans la thèse. C'était très recherche et développement. Et surtout, j'avais des compétences que je pouvais appliquer directement dans le travail qui était demandé. Pour vous donner un petit peu l'idée de qu'est-ce que fait cette entreprise et quel était mon rôle, Cléria se base sur, en fait, elle a été fondée, elle a été créée, pardon, cette startup, elle s'est basée sur un brevet. Et ces brevets, en fait, elle permet de coller deux surfaces de verre à très basse température. Et donc, l'idée qu'il y a eu pour réaliser des produits et donc pour répondre à des besoins du marché avec cette technique, c'était celle de l'analyse des polluants dans l'eau. Donc, comme vous le voyez à l'écran, la partie, l'image de gauche, en fait, Cléria a développé ces puces microfluidiques. Donc, en gros, elle était capable de graver des micro-canaux sur une surface de verre, de mettre des électrodes dans ces canaux et en fait aller coller une autre plaquette de verre de l'autre côté, voilà, pour créer ces micro-canaux. Et donc, quand je suis arrivé dans cette startup, l'idée, c'était d'un côté, optimiser ces processus de fabrication, et donc j'ai été impliqué tout de suite dans cette activité, et surtout d'exporter ce qui se faisait dans les laboratoires d'électrochimie, et donc toutes les analyses d'eau qu'on faisait avec ces puces en laboratoire, donc avec des machines assez grandes, avec beaucoup d'opérations qui se faisaient à la main. Et donc l'ambition, c'était de créer un automate qui pouvait automatiser tous ces processus de mesure. Et donc, moi, j'avais pris en charge cette activité chez Clélia, au-delà de la fabrication des puces microfluidiques. Et donc, vous voyez, les résultats, ça a été un premier prototype qui est cette grosse valise que vous voyez sur la droite avec un petit écran. Et ben, cette valise, en gros, c'était un laboratoire mobile, en fait, automatique. Donc, en gros, vous voyez la seringue, hein, il s'agissait d'injecter l'échantillon d'eau, la machine moulinait toute seule et au final donner un résultat pour dire combien d'arsenic, dans ces cas, il y avait dans l'eau. Et donc, voilà, c'était un vrai projet d'innovation parce que ça a changé de manière assez importante ce qui se faisait dans les marchés, donc des analyses qui durent des fois des semaines, 2 mois aussi pour avoir les mêmes résultats avec des processus qui se font forcément dans des laboratoires. Et ben là, c'était pratiquement du temps réel, sur place, mobile, etc. Et donc, ça, c'était vraiment la première expérience après la thèse de management. Et j'ai eu l'opportunité de vraiment pousser ou apprendre à manager un projet, à manager des équipes, à faire en sorte que tout se passe bien et voilà, et derrière, en fait, aussi faire des tests, analyser des données, réajuster la trajectoire où il y avait des problèmes, etc. Voilà, donc, après ça, donc à un moment donné, je me suis dit, je vais aller voir un peu plus loin. Ce qui me plaît vraiment, c'est tout ce qui est résolution de problèmes, analyse, connaître de nouveaux environnements, voilà, attaquer des nouveaux sujets que je ne connais pas forcément. Donc, c'était vraiment ça qui me motivait. Ça ne me motivait pas forcément d'être 2-3 ans sur un même sujet, sur un même projet. Donc, les passages ou aller chercher un travail dans les conseils, c'était assez naturel. Je veux bien souligner les conseils en stratégie parce que voilà, chez Athènes aussi, c'était du conseil, mais c'est conseil en ingénierie, c'était quelque chose d'assez différent. Les conseils en stratégie, par contre, ça répondait vraiment à toutes mes envies d'aller chercher quelque chose de différent et qui pouvait stimuler un petit peu mon envie d'apprendre de nouvelles choses et surtout ces côtés
les solutions problèmes. Et du coup, c'est ça qui m'a amené à me préparer. Donc, c'était vraiment un pivotage assez important, assez à 180 degrés. Ça peut sembler pour aller vers les conseils. Et la chance a voulu que voilà, il y avait des opportunités dans les groupes pronos. Ce qui m'a amené, voilà, ça fait 2 ans et demi presque que je suis chez eux. Et donc, voilà, vous direz, bah oui, c'est un seul domaine, une seule entreprise. Donc, la variété n'est pas vraiment là, ce que je cherchais. Et ben, au contraire, comme vous pouvez voir à l'écran, euh, c'est pas tout à fait ça. C'est à l'inverse. En fait, je suis dans un endroit de la direction qui s'appelle Conseil interne, qui est rattaché à la direction de la stratégie du groupe Prono, qui est vraiment un endroit privilégié, à mon avis, du groupe Prono, parce qu'en fait, ça donne l'opportunité aux consultants qui sont au conseil interne d'explorer, de voir tous les aspects de la chaîne des valeurs d'une entreprise automobile comme Renault. Donc, pour vous donner quelques chiffres, Renault a 180 000 employés partout dans le monde. Il y a des centres d'ingénierie, de technologie qui sont en Amérique du Sud, au Brésil, ils sont en Inde, ils sont en Roumanie, en Corée du Sud, il y a des usines aussi partout dans le monde. Enfin, beaucoup sont en France, évidemment, mais aussi en Amérique du Sud, au Maroc, en Espagne. Donc, c'est vraiment une entreprise internationale avec une chaîne de valeur qui va de la supply chain, de l'acquisition des matières premières jusqu'au marketing et aux livraisons du produit chez les clients. Et donc, et entre ces deux extrêmes, en fait, il y a tout. Il y a l'ingénierie, il y a l'innovation, il y a les différents business units qui s'occupent des différents marchés, des différentes activités. Donc, c'est vraiment un endroit, je répète, privilégié, être au conseil interne parce qu'on peut voir tout ça. Donc, pour vous donner un petit peu une vue d'auteur de ce que j'ai fait aujourd'hui, donc, j'ai fait du conseil en stratégie, mais stratégie opérationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas à la direction de la stratégie, même si on y est rattaché. On ne fait pas la stratégie du groupe. Ça, c'est vraiment les équipes de stratégie qui font ça. Donc, stratégie, ça veut dire qu'est-ce qu'on doit faire? C'est vraiment la définition du quoi. Qu'est-ce que Renault doit faire pour voilà, vendre dans certains pays, pour répondre à certains besoins du marché ou pour répondre, par exemple, à la crise sanitaire. Voilà, ça, c'est les questions à laquelle la stratégie répond. La stratégie opérationnelle, c'est comment je la mets en place. Et donc, c'est un petit peu entre les quoi et les comment. Les comment, c'est vraiment les équipes opérationnelles des différentes directions de l'entreprise qui s'occupent de mettre en place ça. La stratégie opérationnelle, c'est aider les grandes directions de la stratégie, les EVP, les grands patrons des différentes directions de la boîte et des différents business units de Renault. Nous, on les aide à construire des roadmaps, à bien identifier les problèmes, cibler les bonnes solutions et les aider à faire des plans pour les mettre en place. Et après, c'est eux qui s'occupent de faire ça. Donc, notre positionnement, c'est vraiment entre la stratégie, donc la partie quoi, et la partie opérationnelle, donc la partie comment. Pour vous donner quelques exemples de missions que j'ai pu faire, donc une mission, vous devez imaginer, c'est quelques mois, un projet de quelques mois, avec des équipes qui changent à chaque fois, avec des équipes du conseil interne qui changent à chaque fois. Je ne l'ai pas dit, mais nous sommes une quarantaine de consultants avec différents niveaux, différents grades. Et donc, parmi ces 40 consultants, en fait, on forme des équipes de 3-4 personnes généralement. Bon, difficilement, on a plus de gens, plus facilement on a moins. Et donc, cette équipe, ils vont accompagner, comme je disais, des équipes opérationnelles dans les différentes directions pour résoudre des problématiques. Donc, des exemples, j'ai fait une grosse partie de mon expérience chez Renault, à peu près un an, à l'ingénierie, pour répondre à des problématiques de performance. Pour vous donner une idée, Renault, avant, maintenant les chiffres ont un peu changé, mettait à peu près entre 5 et 7 ans de l'idée de lancer un nouveau véhicule jusqu'au lancement sur les marchés.
alors que des nouveaux concurrents comme Tesla, enfin Tesla c'est un peu, dans les milieux automobiles, c'est toujours un peu la référence parce que c'est voilà, c'est le nouveau, c'est le plus performant et tout, alors que Tesla met 2, 3 ans. Donc, vous imaginez l'écart qu'il y a et comment les besoins d'un marché changent en 5, 7 ans. Donc, imaginez une voiture qui sort aujourd'hui et qui a été conçue il y a 7 ans, vous imaginez l'écart qu'il peut avoir. Et donc, c'est une problématique très importante pour un groupe automobile de pouvoir répondre vite à des problématiques. Et donc, ce qui a été envisagé par la stratégie du groupe Renault, c'était celui de changer les méthodes de travail à l'ingénierie, notamment en utilisant des méthodologies agiles. Donc, si vous ne connaissez pas l'agilité, l'agile, c'est des méthodologies qui sont nées dans l'informatique et en gros, euh, bon, vous pouvez aller le voir, c'est très facile de chercher sur Internet, mais en gros, sont visés à casser tous les silos à l'intérieur d'une organisation, faire en sorte que les équipes puissent délivrer en continu et vite pour avoir du feedback et donc pouvoir répondre à des besoins qui peuvent changer sur un marché et donc délivrer les produits les plus corrects possibles. Donc, cette transformation agile a duré beaucoup de temps en ingénierie de Renault, plus qu'1 an, parce qu'il fallait complètement révolutionner les méthodes de travail. Et donc, notre rôle en tant que consultant, ça a été à la fois celui d'accompagner les directions de chaque projet à identifier quelle pouvait être l'organisation cible d'un projet. On parle des projets qui peuvent arriver à 400 personnes, 400 ingénieurs qui travaillent pour la conception d'un véhicule, répartis en quelques vingtaines d'équipes. Et donc, vous imaginez que changer la méthode de travail des gens qui sont sur des projets depuis 10 ou 15 ans, qui savent travailler d'une certaine manière, les faire travailler ou lui apprendre des méthodologies de travail différentes, c'était vraiment un très grand challenge, mais qui a donné des très bons résultats. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous dire combien ça va prendre un développement d'un véhicule en agile, mais ce qu'on sait, c'est que les boucles en fait, de travail, tous les cycles de développement qui est envisagé aujourd'hui, il s'est raccourci considérablement. Une autre mission qui m'a beaucoup touché, que j'ai vraiment aimé, c'était pour la business unit Alpine. Donc, déjà, on change un peu d'environnement, on va sur les véhicules de sport, la Formule 1, tout ça. Donc, c'était quelque chose de vraiment très intéressant. Et là, vraiment, travailler avec le comité de direction de la business unit Alpine. Donc, vous devez imaginer que c'était quoi les challenges de cette mission? Donc, Alpine, telle qu'elle est aujourd'hui, elle est très différente de ce que pouvait être il y a quelques mois. En gros, ce qu'on met aujourd'hui sous le nom Alpine, c'est 4 ou 5 entités. Donc, on a la Formule 1. Pour qui suit la Formule 1, on sait que Renault en Formule 1 n'existe plus. Maintenant, c'est sous le nom d'Alpine. On a une usine à Dieppe qui fabrique les R110, c'est la voiture que vous voyez à l'écran. On a l'ingénierie et on a 2 entités Formule 1. Voilà. Donc, toutes ces entités, imaginez qu'avant étaient des entités indépendantes, avec des comités de direction indépendants et donc très étanches, qui ne travaillaient pas vraiment ensemble. La stratégie du groupe Renault a choisi à un moment donné de faire d'Alpine une seule entité, une marque indépendante, mais que il devait aller chercher des synergies entre toutes les entités que je viens de vous décrire. Et donc, le travail qui était super intéressant pour cette mission, c'était celui d'un côté, les aider et aider les comités de direction à imaginer une nouvelle organisation pour Alpine qui puisse fonctionner de manière efficace et regroupant tous ces entités ensemble, ce qui n'est pas du tout évident. Hein. Encore une fois, les changements ne sont pas faciles dans une entreprise. Et de l'autre côté, en fait, on devait chercher un nouveau business model. Un business model, c'est quoi? C'est en gros comment une entreprise gagne de l'argent. Alpine, hier, ne gagnait pas d'argent parce que tout passait par le groupe Renault. En fait, elle était presque un prestataire du groupe Renault qui faisait des voitures un petit peu différentes. Demain, Alpine doit gagner de l'argent. Et donc, en fait, il y avait une énorme liste de problématiques à résoudre
à prioriser pour que Alpine puisse en fait devenir presque une boîte indépendante. Et donc voilà, on a réussi à livrer ça. C'était une mission assez longue parce que c'était, je crois, 6 ou 7 mois. Mais voilà, on a travaillé avec Laurent Rossi, le CEO d'Alpine, que, encore une fois, pour ceux qui suivent la Formule 1, il a passé toute son année. Il faisait en fait des meetings avec nous depuis tous les circuits de Formule 1 parce qu'il était tout le temps à suivre. Il a fait de la communication sur le circuit de Formule 1, donc c'était super intéressant. Et ben, je conclue pour vous donner, pour finir un peu les exemples. Sur ma mission actuelle, je travaille pour la Business Unit Mobilize. Encore une fois, on est une petite équipe, 4 personnes, comme c'était à peu près pour d'autres projets. Et là, c'est un milieu complètement différent. En fait, Mobilize s'était créé il y a 1 an chez le groupe Prono pour répondre à un nouveau challenge pour l'industrie automobile, que c'est celui des nouvelles mobilités. Donc, un groupe automobile, aujourd'hui, on ne demande plus de concevoir, fabriquer et vendre des véhicules, on lui demande aussi en fait, c'est de proposer des services de mobilité. Ça veut dire 1000 choses, ça veut dire pouvoir louer des voitures comme il faisait Autolib, voilà, à la demande, faire du car sharing, faire du last mile delivery, et donc s'occuper aussi de proposer des services de livraison. Donc, c'est tout un tas de choses qu'un groupe automobile comme Renault, qui a 160 ans, c'est nouveau, ils ne savent pas faire. Et donc, les conseils internes aujourd'hui, il implique, je crois, une bonne moitié de ces consultants, presque, chez Mobilize. Et donc, c'est aujourd'hui une entité qui se cherche, qui a énormément de potentiel pour amener en fait de l'argent en Renault, pour occuper des parts des marchés dans le milieu de la mobilité. Vous imaginez que les ambitions du groupe, c'est celle de arriver à 20% du chiffre d'affaires en 2030 qui vient de Mobilize. Donc, vous imaginez les challenges qu'il y a derrière. Et donc, ma mission aujourd'hui s'occupe vraiment de supporter et d'aider la direction de la business unit Mobilize à prendre des décisions sur quel service de mobilité proposer, dans quoi c'est lancé, quel investissement il faut faire et quelle optimisation il faut aller chercher. Et en particulier, voilà, ça répond peut-être un peu le côté technologie que je n'ai jamais cité depuis Cleria. On est vraiment en train de faire de recenser toutes les technologies dont Mobilize dispose aujourd'hui pour pouvoir proposer des services de mobilité, pouvoir lancer des investissements et voilà, se lancer dans ces nouveaux marchés. Mais du coup, la question que vous pourriez vous poser et que sûrement j'avais aussi avant de commencer cette nouvelle aventure en tant que consultant, c'est qu'est-ce qui fait un consultant stratégique? Je vous ai parlé de beaucoup de belles choses, des projets, mais en gros, à la journée, au quotidien, qu'est-ce qui se passe? J'ai mis ces petits nuages de mots qui en gros résument toutes les activités qui sont faites pratiquement au quotidien. Je mettrais vraiment l'accent sur les problem solving. C'est vraiment la base. On arrive sur une mission pour résoudre un problème. Donc, ces problèmes, comme j'ai dit, peuvent être de n'importe quelle nature, mais c'est la base, c'est savoir accompagner les directions du groupe Prono dans les problématiques qu'ils ont et sur lesquelles ils ne sont pas vraiment d'idées sur comment les aborder. Et lié à ça, il y a tout un aspect d'analyse des données, des informations qu'on peut avoir depuis les gens avec lesquels on parle, de nos interlocuteurs. Il y a un aspect très important de priorisation, savoir où est-ce qu'il faut aller travailler au début parce que ça porte plus de la valeur, ça résout une partie plus importante du problème plutôt qu'une autre partie. Ce qui est très important dans ces travaux, c'est tout l'aspect de communication et synthèse, parce qu'on est amené très souvent à faire des présentations à des gens très importants de l'entreprise qui ont peut-être un quart d'heure à vous dédier pour écouter ce qu'il a envie d'écouter, c'est-à-dire des avancements sur un projet, des
des solutions qu'on a potentiellement trouvées, etc. Donc, c'est un aspect très important du travail du consultant. Bah, au final, pour le dire de mauvaise manière, on ne produit rien hein, quand on fait du conseil, on ne produit pas de voiture, on produit des informations. Et ces informations, par contre, sont très importantes parce qu'elles permettent en fait à la boîte de fonctionner. Et voilà, donc après, ce qui est un aspect que je trouve très amusant, c'est en fait l'aspect vraiment personnel, contact avec les gens. On fait beaucoup d'interviews, on va chez les gens à poser des questions très ciblées. Il y a beaucoup de travail de préparation. On fait des workshops. Un workshop, c'est quoi? C'est des sessions de travail, hein, mais il y a des méthodologies, des techniques qui peuvent rendre la chose très dynamique et en fait pousse les gens à collaborer ensemble. Et c'est là que vraiment on ajoute de la valeur, on apporte ces méthodologies pour accompagner les gens. Et peut-être un dernier mot sur cette partie conseil automobile. Moi, ce que j'adore vraiment de ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est deux choses. Donc, d'un côté, l'industrie automobile, je trouve un domaine hyper intéressant, mais en même temps, c'est très, très compétitif. Donc, imaginez en voiture, c'est un objet hyper complexe et pourtant tout le monde l'a. C'est un objet qu'on ne veut pas trop payer. Et donc, mais en même temps, on veut qu'il y ait dedans, il y a tout. Hein. On veut connecter notre portable et avoir Google Maps sous l'écran. On veut que voilà, toute la mécanique marche nickel. Donc, vous imaginez la complexité de ces produits. Et donc, vu les exigences du marché, c'est en même temps un domaine très compétitif parce que les marges des profits sont très, très petites par rapport à d'autres industries. Pour vous faire un exemple, je pense que le best in class, comme un Peugeot qui est très bon, disons, en profit, très, très bon constructeur qui a des profits assez élevés, je pense qu'il est autour de 7-8% de marge opérationnelle chaque année. Donc, c'est vraiment un benchmark pour Renault, c'est très, très fort. Mais d'autres industries comme le luxe, je pense qu'ils vont autour de 30-40%. Donc, vous imaginez les niveaux de décalage. Aussi, il y a les côtés nouvelle mobilité. C'est vraiment des nouveaux marchés explorés dont presque personne n'a de l'expérience aujourd'hui. Il y a tout à construire, tout à inventer. Et donc, c'est très, très intéressant là-dessus. Mettez aussi voilà, une couche crise sanitaire, les défis d'aujourd'hui, hein, crise sanitaire. Peut-être vous avez entendu la crise des semi-conducteurs. Je ne l'ai pas ajouté, mais il y a aussi une crise de matières premières. Hein, l'acier, c'est une autre crise qui s'est rajoutée, qui rajoute une couche. Voilà, à Renault, que déjà, elle était en crise avant le Covid, mais aujourd'hui, comme si ce n'était pas facile, assez facile, on rajoute aussi ces couches-là. Mais en fait, la somme de ces deux, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un pool d'opportunités qui sont hyper intéressants pour qui est, comme dans ma position conseiller interne, il fait les consultants. Parce que c'est là qu'on a les vrais problèmes, les vrais challenges, et c'est là qu'on peut vraiment ajouter de la valeur pour le groupe Renault. Mais donc, pour conclure peut-être, parce que ça fait déjà une bonne demi-heure que je parle, comment on fait ces passages d'une thèse sur les couches minces, sur les dopages avec les verres de ultra haut dopage. Hein. Je ne vais pas parler des superconductivités, mais bon, vous pouvez aller voir les articles que le professeur Choukla a publiés hein, dans les années, au conseil en stratégie dans un groupe automobile. Eh bien, la question c'est est-ce que la thèse a vraiment servi à ce que je fais aujourd'hui? J'essaie de lister ici tout ce qui sont en fait, on peut les appeler en anglais des soft skills hein, qu'on a qu'on acquis et qu'on cultive dans une thèse et qui sont bien utilisés et qui sont vraiment les pains quotidiens du consultant en stratégie. Par exemple, en sciences, dans une thèse, on formule des hypothèses, on fait des analyses, on fait des tests, on communique, bon, tout ce qu'il y a à l'écran. On fait pile poil en stratégie. Évidemment, le sujet n'est pas le même. Enfin, une hypothèse scientifique, ça ne sera jamais la même d'un problème de business model pour une marque de voitures sportives. Mais les concepts est là, l'approche est le même.
L'analyse, c'est pareil. Faire des tests, c'est pareil. Faire un test en sciences, ça veut dire je prends un échantillon, je mets des électrodes, je les mets à 4 degrés Kelvin pour mesurer ses propriétés des transports électroniques. Faire un test en conseil stratégique, ça veut dire faire 3-4 interviews avec des bonnes personnes, avec les bonnes questions à poser et obtenir des données qui, derrière, on peut analyser, qui peuvent challenger notre hypothèse de base. Donc, si la question c'est est-ce que la thèse c'est utile pour les boulots en entreprise ou pour les travails en conseil en stratégie, ben, la réponse est oui, parce que l'approche, moi je vois la différence vraiment avec des collègues qui peut-être ont fait des écoles de commerce et que franchement il y a rien de mal, au contraire, ils sont des connaissances que moi je n'ai pas toujours aujourd'hui en management par exemple, connaissance du marché, etc. Ils savent faire beaucoup mieux. Mais par contre, tout ce qui est approche à un problème, la thèse donne un atout, donc une marche en plus. Par contre, ce qu'on retrouve un peu moins dans une thèse, bon, vous voyez en bas de la liste, hein, management, bon, j'ai mis un tiret jaune plus qu'une croix parce que quand on fait une thèse, on est forcément amené à gérer son propre travail. On a des objectifs, c'est livré de résultats dans la thèse, c'est ce qu'on a choisi au début de la thèse de faire comme challenge. Et donc, quelque part, on est obligé de manager. Ce qui manque peut-être, c'est par contre, c'est le management comme il est entendu dans une entreprise. Parce que c'est différent, parce que les exigences sont différentes, les niveaux de pression aussi qu'on peut avoir, c'est différent. Et donc, ça, c'est quelque chose qui manque un peu dans une thèse. Aussi, un côté méthodologie, hein, quand on fait du management, c'est en entreprise, c'est souvent très cadré. Les gens se retrouvent dans des méthodologies qu'ils connaissent. Quand on change d'un projet à l'autre, bah, avoir une méthodologie que tout le monde connaît, c'est quelque chose de positif. Et donc, ça, on ne les voit pas forcément dans une thèse. Et ben aussi, connaissant dans l'industrie, c'est un peu pareil. Et ben, j'espère que ce type de séminaires peuvent un peu combler cette dernière ligne. Bah, si je devais conclure avec quelques mots sur qu'est-ce qu'il faudrait se préparer, si on veut faire ces passages de l'académie à l'industrie, hein, c'est un peu ce que je n'ai pas fait aussi. Hein, on apprend de ces erreurs, des choses qu'on n'a pas fait. Faire des entretiens. Franchement, je n'ai fait beaucoup parce que soyez prêts à en faire beaucoup parce que des fois, on arrive directement on fait un entretien, c'est bon, mais des fois, la plupart des cas, ce n'est pas comme ça. C'est un travail à part. Faire des entretiens, il faut savoir se vendre. Je n'étais pas très bon à les faire au début, ce qui m'a amené à rater certaines opportunités. Mais c'est quelque chose qu'on apprend, ça arrive. En fait, il existe peut-être les boulots de rêve, mais c'est plutôt, je pense, l'aptitude qu'on a qui fait que le boulot qu'on va faire, c'est le boulot de rêve. Donc, ne soyez pas surpris si vous ratez des entretiens, ça arrive. C'est presque un métier à part. Pareil pour préparer un CV. Un CV, ce n'est pas un truc qu'on fait une fois et c'est bon. Un CV, ça s'adapte en fait à l'offre d'emploi qu'on cible et aussi à la position qu'on veut couvrir. Hein. Là aussi, c'est tout un domaine à part. Si je devais donner un conseil, si vous avez l'opportunité et si vous voulez évidemment aller dans l'entreprise, faites des formations en management projet. C'est important. Ça peut vous aider aussi dans votre travail de thèse surtout. Et surtout, c'est bien apprécié dans le monde de l'entreprise. Ben, finalement, vous serez un jour ou l'autre, si vous allez en entreprise, à faire du management, que ce soit d'un projet, d'une équipe, vous allez le faire. Donc, si vous pouvez anticiper cet aspect-là, c'est important. Je l'ai dit, hein, ne vous attendez pas que les premiers boulots soient le bon. C'est mon cas avec Alten. Ça arrive, mais on peut toujours apprendre des expériences comme Alten. Par exemple, Alten m'a permis, ça m'a donné une marche en plus pour rentrer chez Renault et faire les consultants. Et aussi, je trouve très important, construire un réseau, c'est
c'est presque plus important de tout ce que je vous dis avant, de tous les autres bullet points d'avant, parce que c'est plus facile de rentrer en contact avec une entreprise, avec son réseau, qu'en envoyant son CV. Quand on envoie un CV, c'est un peu la loterie, honnêtement. Par contre, si on a un réseau, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc je n'ai fini. J'espère que ça vous a intéressé. Je ne vois pas les fils de discussion s'il y avait des questions, mais c'est à vous maintenant de poser des questions. Merci Andrea, merci beaucoup pour cette excellente présentation. Je pense que ça a été très, très utile pour beaucoup de monde et à vrai dire, moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. Laisse-moi te dire seulement que je suis très fier du parcours que tu as fait. Alors, on a déjà une première question. Donc, c'est à Igor. Igor, vous pouvez, voilà, je pense que vous pouvez activer, oui, vous pouvez activer vos micros et vos caméras. Merci. Merci Andrea pour la présentation. Vous avez parlé tout à l'heure de vos collègues qui peuvent parfois être issus de formations d'écoles de commerce. Je voulais justement savoir quels sont les profils et quelles sont les formations en fait, de vos collègues parmi les consultants en stratégie opérationnelle chez Renault et aussi quand ils constituent les équipes, donc les équipes de 3-4 personnes, si j'ai bien compris, pour Oui. résoudre des problèmes. Est-ce qu'il y a toujours des constitutions d'équipes préfaites? Par exemple, est-ce qu'il faut une personne qui est plutôt ingénieur, une personne qui vient plutôt d'école de commerce et une personne qui vient d'école de management, ou est-ce que ça dépend des projets aussi? C'est une très bonne question. Alors, en termes des profils, en fait, il y a tout. Hein. Franchement, il y a tout. Je pense que dans un milieu conseil, ce qu'on retrouve très souvent, c'est des formations ingénieurs. Donc, un peu classique, les grandes écoles et tout, mais pas que. Hein. Franchement, par exemple, je n'ai pas fait des grandes écoles, donc, et non, moi, je suis là. Mais aussi des écoles des commerces, disons, c'est les grandes familles qu'on retrouve de manière générale. Mais après, les conseils, la beauté du conseil, c'est qu'en stratégie, ce qu'il n'est pas fermé à des catégories bien précises, parce que ce qu'on veut dans les conseils, c'est vraiment la diversité des profils, parce que l'ambition, ou plutôt l'approche qu'on veut avoir sur un projet, c'est la neutralité. Et si vous êtes polarisé avec une formation derrière prérequis, c'est possible qu'on rate la bonne opportunité sur un projet, ou que la solution ne soit pas forcément la bonne parce qu'on a des a préconcepts priori. en tête. Oui. Et donc, en fait, en termes des profils, il n'y a pas un profil type. Alors, déjà un peu de soleil sur la caméra, j'essaie de vous passer. Mais voilà, il y a, en fait, c'est très varié. Mais bon, si je devais faire deux grosses familles, c'est école de commerce, école d'ingénieur, mais les doctorats sont très, très bien appréciés. En termes d'équipe, alors généralement, on ne fait pas de distinction par profil. Peut-être pour un junior, ça pourrait arriver, mais je dirais même pas. En fait, c'est pas vraiment les critères. Les critères, c'est plutôt en termes de grades. Donc, il y a des grades internes. C'est vraiment le niveau d'expérience, la capacité à gérer un projet. Donc, on a sûrement un directeur qui fait un peu la partie, on va dire, entre guillemets, marketing. C'est celui qui gère la relation avec les partenaires, qui cherche de nouvelles opportunités, etc. On a quelqu'un qui s'occupe vraiment du management projet. Ça peut être les grades juste, je parle de chez nous au conseil interne, les grades jusqu'au-dessus, c'est les grades principaux, les grades managers. Et après, on a les 2 ou 3 consultants qui font vraiment le travail au quotidien presque, on va dire, vraiment les entretiens, la production des slides, la production des analyses, etc. Merci Andrea. Alors, une première question dans le chat que je vais
relayer. Donc, c'est Mélissa qui dit « Merci beaucoup, votre expérience est très intéressante. Les certifications supplémentaires en project management sont-elles importantes pour faire la transition vers l'industrie ?» Alors, elles ne sont pas nécessaires. Elles ne sont pas nécessaires, mais ce que je dirais, c'est que ça peut aider, franchement. Et ça, c'est un peu un bémol que je vais rajouter, c'est que ça dépend du milieu, mais la thèse n'est pas forcément appréciée partout. Donc, si je prends par exemple un employeur qui fait de l'ingénierie et qui veut un ingénieur ou un chef de projet, eh ben, il veut avoir quelqu'un qui a de l'expérience en management, qui connaît le milieu de son sujet en particulier. Et voilà, si vous avez fait une thèse dans un sujet complètement transverse, voilà, ça peut ne pas marcher. Et ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé surtout de postuler à des offres que, voilà, en termes de soft skills, je m'y collais, je voyais le sujet technique et je disais, mais bon, mais moi, je fais quelque chose qui est assez beaucoup plus compliqué, je peux m'y retrouver facilement. Et ben, malheureusement, ça ne suffit pas. Donc, avoir des formations en management, ça peut aider si vous voulez aller vraiment dans le management projet. Pour faire du conseil, pas obligé. Et on parle de quel type de certification là, en fait? C'est des formations, ce n'est pas des MBA ou c'est quoi en fait? Non, non, non. En fait, c'est vraiment management projet. Hein. C'est MBA, c'est Master in Business Administration. C'est des parcours vraiment qui durent même un an et demi, 2 ans. Donc, c'est des parcours beaucoup plus complexes sur la partie business. Donc, oui, on touche forcément du projet, du management, mais c'est du management sur d'autres thématiques. C'est vraiment... Après, il y a beaucoup de gens qui font du conseil, qui ont fait aussi un MBA, hein, mais franchement, c'est des notions en plus. On comprend comment il marche une entreprise, on comprend comment ça fonctionne en business, comment on gère l'entièreté d'un business. C'est ça qu'on apprend dans un MBA. On peut le faire plus tard dans la carrière, franchement, si ça intéresse les gens, mais ce n'est pas du tout obligé de le faire au début. Alors, il y a une question posée par Khalil que je vais relayer, puis ensuite, c'est Igor qui va poser une autre question. Donc, Khalil demande, to be hired by companies as R&D engineer, does the PhD topic affect your chances of getting hired? Et je pense qu'il veut dire, does it improve or does it reduce your chances of getting hired? Je réponds en anglais ou en français, parce que je ne sais pas si... Tu peux répondre en anglais puisque la question est posée en anglais. Okay. I will answer in English. It depends. I do a practical example. If like me or like another PhD of Professor Shukla, you work on glass and you want to go to work to Saint-Gobain, this is a real plus to have done a PhD on glass. Okay. Otherwise, it depends on the topic. It is preferred, I guess, but I'm not sure I can answer really precisely on that because it really depends on the topic. For example, when I worked in Clearia, I didn't have any knowledge of microfluidics, electrochemistry, but I knew how to do some samples in a clean room. So it can help. I mean, if you know how to do certain things, it can help. Or I have another example of Mario, another guy from the same lab, who he did simulation on physical systems. And then today he works on quantum computing. So, I mean, the topic is completely different, but he knew how to code very well. He knew how to do algorithms. So it can help. If the subject of your PhD is the same as the position for R&D engineer, it's a plus. But I would say it's more a question of how you sell yourself in the interview. Igor encore?
Oui, merci. Je voulais savoir, Andrea, comment vous aviez postulé pour vos 3 postes dont vous avez parlé, là, donc Alten, Clearia et Renault. Si vous Mhm. aviez une plateforme privilégiée, par exemple LinkedIn ou Indeed ou le site directement des entreprises. Dans votre cas, comment ça s'est passé? Euh, LinkedIn, surtout. Enfin, beaucoup de choses se passent sur LinkedIn. Hein. Et site de l'entreprise. C'est les deux, franchement. Mais LinkedIn, tout le monde utilise LinkedIn aujourd'hui. Euh, Ça marche à l'international, franchement. Pas qu'en France, tout le monde postule sur LinkedIn. Et je rajoute une autre chose, réseau. Réseau. Pour entrer chez Renault, les réseaux m'ont aidé parce que quand j'ai postulé pour les postes de consultant, ils sont tout de suite allés demander à mes vieux chefs de ma petite expérience d'Alten. Et le fait que voilà, j'avais fait une belle impression, que les gens avec lesquels je travaillais ils étaient contents de moi, ils me connaissaient, bah, ça donnait une impulsion énorme pour mon embauche. Merci. Alors, donc il y a une question de Louis, mais je vais juste commenter sur LinkedIn. Effectivement, je pense que c'est de plus en plus le standard dans la recherche d'emploi et je rajouterais que même aujourd'hui, dans le milieu académique, il y a beaucoup de postdocs qui sont annoncés sur LinkedIn. Donc, Ah oui, même, ça ok. devient… Alors, c'est Louis qui demande, pensez-vous qu'il est plus difficile de manière générale de rejoindre l'industrie, même dans R&D, avec une thèse en physique théorique sur les matériaux, ou connaissez-vous des entreprises intéressées par ce genre de profil? Donc, une thèse en physique théorique des matériaux, pas expérimentale. Euh, Bah, alors, théorique, est-ce que c'est égal à faire beaucoup de simulations dans beaucoup de programmation? Je pense que c'est pas compliqué. Moi, non, je pense que c'est pas compliqué. Connaissez-vous des entreprises? Bah oui, Saint-Gobain, sûrement. Valeo cherche beaucoup, mais même si c'est milieu industriel, milieu automobile. Est-ce que j'en ai d'autres en tête? Peut-être, enfin, si je l'ai, peut-être je vais le passer à Baye ou Emmanuel qui va vous balancer l'info, mais je pense que, encore une fois, je vais mettre l'accent, sachez vous vendre, parce que c'est ça, si on va chez un recruteur, on lui dit, enfin, je prends mon exemple qu'on a fait, que j'ai fait des échantillons de graphène, alors, c'est pas un bon argument, en fait. C'est pas un bon argument. Le bon argument, c'est bah, tout ce les soft skills que je disais avant, enfin, si je reviens sur… C'est ça, hein, c'est ça qu'il veut savoir. Après, les compétences techniques, oui, voilà, il faut être bon à se vendre, franchement. Mais si vous mettez l'accent sur ce qui peut intéresser un recruteur, bah, là, vous avez des chances, en fait. Et je répète, hein, faire des entretiens, c'est pas facile. Euh, et, euh, et voilà, savoir se vendre, c'est pas facile. Donc, il faut toujours se mettre dans la peau de qui vous pose des questions et essayer d'anticiper ce qu'ils veulent, en fait. En fait, s'il doit prendre une personne et les mettre au bureau où il va faire le travail pour lesquels ils ont besoin, qu'est-ce que vous pouvez apporter pour cette entreprise? C'est ça vraiment la question et c'est ça qui va polariser tout ce que vous allez dire. Merci Andrea. Alors pour l'instant, on va voir s'il y a d'autres questions. Bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou même oralement. Je vais ajouter un autre commentaire. Donc, je m'occupe d'un module, enfin, je participe dans un module d'orientation et insertion professionnelle au niveau M1. Et l'autre jour, je faisais un bilan pour les étudiants qui sont dans mon module de mes anciens thésards et postdocs. Et sur une quasi-quinzaine de personnes, effectivement, la moitié est en industrie aujourd'hui et la moitié en académique ou en enseignement, etc. etc. Donc, c'est vraiment pas rare pour un background de recherche fondamentale
d'arriver en industrie, trouver un emploi qui est à la hauteur de ses ambitions et de ses envies, et puis de progresser, faire des choses bien dedans. Mais alors, je vais te poser, moi, une question en attendant d'autres questions, Andrea, un peu plus, peut-être, bon, c'est une question un peu générale, hein. Toi, tu as une expérience relativement limitée, mais comment voit-on un docteur de Sorbonne Université ou d'une autre université dans l'industrie aujourd'hui, en général, hein? C'est comme une personne trop diplômée à qui il faut tout réapprendre, ou est-ce que c'est une personne qui connaît la théorie mais pas la pratique? Ou d'un autre côté, on peut dire que, enfin, ils disent, ah, une thèse, ça veut dire c'est quelqu'un de rigoureux qui sait résoudre les problèmes difficiles, ou c'est quelqu'un qui a plein d'idées avec une formation, un diplôme qui sont utiles et nécessaires. Quel est entre ces deux extrêmes, qu'est-ce que tu dirais? C'est une très bonne question et je pense que c'est bien que les gens sachent un peu à quoi s'attendre quand ils vont dans la nature, on peut le dire comme ça. En fait, moi j'avais un préconcept, vraiment. Je me disais, ah, bah, j'ai une thèse, bah, ça y est, quoi, je suis là alors que les autres gens sont là. Bah, alors déjà, non, parce que c'était vraiment un défaut d'humilité de ma part. Un. Deux, la vérité, je pense que c'est au milieu. Et par contre, ça veut dire qu'on trouve autant d'un extrême et autant de l'autre. Donc, ça veut dire que la vérité, c'est au milieu. Ça dépend vraiment de l'interlocuteur qu'on a en face et de la culture de l'entreprise avec laquelle on va parler. Parce que certains, ils savent qu'est-ce qu'il veut dire faire une thèse, même s'ils n'ont pas forcément fait une thèse, mais peut-être ils ont eu des expériences avec des gens avec un doctorat. Euh, voilà, que la culture d'entreprise fait que les docteurs soient bien intégrés dans l'entreprise, etc. Et donc, dans ces cas, on est valorisé. Et je répète, je pense pour la centième fois, toujours si on sait bien se vendre. Voilà. Je répète, si on va parler à une entreprise qui fait conseil, qu'on a fait du graphène, c'est mort. Même si on y a investi beaucoup de temps, mais voilà, il faut se faire violence et ne pas les dire, mais voilà, ne pas y mettre l'accent. Un. Donc, des fois, ça peut être très valorisant. Mais voilà, je pense qu'en même temps, il faut savoir dire qu'est-ce que la thèse, ça peut apporter au poste qu'il est recherché. D'autres fois, malheureusement, il n'est pas très apprécié. Et je dirais que c'est très dommage parce que les gens, pour certains recruteurs qui n'ont pas une vision peut-être très ouverte ou la culture d'entreprise, bon, elle est un peu à l'ancienne, on va dire, ils ne valorisent pas la thèse. Ils pensent que c'est un CDD où on a fait des choses hyper pointues, hyper spécifiques. Et donc, ça, voilà, ça peut abattre un peu les morales, mais sachez que ça arrive, c'est normal et ce n'est pas de la faute d'un docteur qui va chercher un boulot, au contraire. Euh, mais voilà, il faut s'attendre d'eux et il ne faut pas être surpris surtout. Très bien. Alors, il y a une question de Sina. Travailler sur de nouveaux sujets est toujours intéressant, mais quelles sont les difficultés à changer d'entreprise ou département de recherche tous les 2 ou 3 ans? Postuler et faire des entretiens demande de l'énergie quand même. C'est complètement vrai. Alors, c'est vrai que changer aussi souvent, enfin, je ne les conseillerais pas parce que effectivement, ça demande de l'énergie. Moi, ça m'a amené à faire des déménagements même tout autour de la France, enfin, de Paris à Nice, de Nice à Paris à nouveau. Donc, c'est beaucoup d'énergie, effectivement. En même temps, c'est un peu l'esprit d'aventure. Hein, donc, quelque part, c'est ça. Mais c'est vrai, ça demande de l'énergie. Après, en italien, on dit c'est un couteau avec 2 lames. Ça veut dire que d'un côté, ça peut être bien vu par un recruteur, bah, c'est quelqu'un avec beaucoup d'expérience. De l'autre côté, bah, c'est quelqu'un qui est complètement instable et qui n'arrive pas à être 5 minutes sur le même poste. Donc, mais franchement,
Ne voyez pas ça comme une limite, hein. Ça peut... Alors, c'est fatigant, ça oui. C'est fatigant parce que quand on change d'entreprise, on change de milieu, on change des collègues, des systèmes, d'habitudes. Et donc, mais bon, moi personnellement, ça ne m'a pas trop dérangé d'aller passer parce que j'ai tendance à m'ennuyer si je suis trop de temps sur un même sujet. Et bah, du coup, les conseils, c'était vraiment la solution idéale parce qu'on change des projets tous les 6 mois au pire. Donc, c'était peut-être la bonne solution pour combler ou pour satisfaire un peu cette envie de changement. Mais oui, ça peut être, voilà, changer trop souvent, peut-être n'est pas conseillé. Mais changer quand même, ça alimente un peu l'esprit, ça alimente la curiosité et l'envie d'apprendre de moi. Et dans la suite, il y a une autre question de Louis. Réciproquement, combien de sujets faut-il faire avant de pouvoir trouver une forme de stabilité? Y a-t-il un nombre de CDD à faire avant, comme les postdocs, c'est-à-dire avant un poste permanent? Est-ce que les gens disent il faut que tu aies fait 2, 3 CDD, etc. Non, non. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait un CDD, moi. En fait, une entreprise, ce qu'il y a de bien en entreprise, c'est que qui plus qui moins hein, propose des évolutions. Donc, une entreprise comme Renault, par exemple, il a tous les métiers du monde. Moi, je suis sûr que si je reste 10 ans chez Renault, peut-être j'ai fait 2 ou 3 boulots différents. À un moment donné, je vais peut-être sortir du conseil interne pour les gens d'une direction pour aller faire du management d'équipe, du management projet, je ne sais pas, mais il y a 1000 opportunités dans une seule entreprise. Et ça veut dire que je connais des gens qui ont fait toute leur vie chez Renault et ça fait 35 ans qu'ils sont là et c'est une seule entreprise, un seul CDI. Donc, je pense que faire des CDD, c'est pas un critère en fait pour un recruteur. Et encore une fois, ça dépend. Enfin, avoir un poste, trouver une forme de stabilité, ça dépend vraiment des envies de la personne. Si ce que vous trouvez, ça ne vous satisfait pas, bah, c'est bien de changer. Franchement, personnellement, je trouve que être satisfait au travail, c'est hyper important. Et si vous trouvez un endroit où vous n'êtes pas content, barrez-vous, hein. Franchement, vous n'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors, dans la suite, une question que je te poserai. Donc, quel est très pratiquement, donc tu as eu 3 emplois après ta thèse, en moyenne, quel est le nombre de CV que tu as dû envoyer, entretiens que tu as dû faire avant de trouver un poste? Ou c'est pas Ah, possible de... c'est une bonne question. En fait, nombre de CV, je ne sais pas parce qu'ils sont beaucoup. Après, alors peut-être que je ne l'ai pas fait de la manière la plus optimisée possible. Ah, sûrement, je ne l'ai pas fait de la manière la plus optimisée possible parce que, euh, comment dire, alors, envoyer un CV, ça demande du travail. Hmm. Un CV, bon, je l'écris d'ailleurs, hein, ça va préparer son propre CV. Ça veut dire qu'un CV, ce n'est pas une chose qui est fixe. Ça s'adapte à l'offre d'emploi qu'on trouve. Et donc, ça demande du temps. Et une fois sur deux, ou même plus, il demande une lettre de motivation qu'il faut adapter au poste, qu'il faut inventer. Que, bon, franchement, je trouve inutile. Hein. Ça laisse entre nous, mais je pense que ça n'apporte rien à une candidature. 2 fois, elle te demande de compiler, donc répéter ton CV sur leur système informatique. Donc, c'est un travail sans fin. Et adapter à chaque fois, moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. Et donc, pour moi, c'était sûrement quelque chose que je ne conseillerais pas. Mais c'est beaucoup de CV. Et après, il faut comprendre qu'un CV, même s'il est bon, comme j'ai dit tout à l'heure, on participe en loterie. Parce que imaginez une grosse boîte qui reçoit des centaines de CV, il passe peut-être 10-15 secondes à regarder les vôtres.
Donc, s'il est bien fait, si le recruteur est dans les bonnes humeurs, qu'il aime votre photo, qu'il a un mot-clé qui lui tilte en tête, bah, il vous met dans la pile de oui. Bah, 90% des fois, c'est de la pile des rejetés. Ça, c'est la réalité. C'est comme ça que ça marche. Donc, il faut en envoyer beaucoup. Après, on est appelé à des entretiens. Là, c'est toute une autre histoire. Mais déjà, voilà. Malheureusement, c'est un processus assez complexe. Et par contre, il ne faut pas se décourager par ça. C'est comme ça que ça marche. Ça peut prendre du temps. Moi, j'ai passé 5 mois en chômage entre la thèse et les premiers emplois. Ça arrive, bah, conseil, profitez du chômage hein, si c'est le cas. Donc, continuez à envoyer des CV, formez-vous, reposez-vous, parce qu'après, voilà, la vie en entreprise, c'est quand même challenging, ça demande de l'énergie. Ça demande de l'énergie de faire des entretiens, mais ne vous découragez pas parce que c'est malheureusement, je dirais, ça marche comme ça. Bien. S'il y a d'autres questions, posez-les. Sinon, Andrea, juste avant le talk, en papoté, et tu me disais que quand tu as dit à tes collègues ah bah voilà les coordonnées d'Andrea, on parlait de réseau, donc c'est important. Donc tu me disais que quand tu as dit à tes collègues que tu allais faire un séminaire ici, ils t'ont dit quelque chose. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Bah oui, bah alors c'est un peu le côté marketing de mon travail. Effectivement, donc les conseils internes recrutent en ces moments. Ils cherchent vraiment à renforcer sa base de consultants. Donc, des gens qui n'ont pas forcément d'expérience, qui sont aussi sortis d'école. Si jamais ça vous intéresse, revenez vers moi. Franchement, moi, je trouve qu'avoir quelqu'un avec une thèse, c'est chez nous, dans nos équipes, c'est quelque chose de très apprécié, qui peut vraiment donner un plus. J'ai aussi des collègues qui ont fait une thèse, donc on sait de quoi on parle. Si jamais ça vous tente, n'hésitez pas, on peut en parler, je vous laisse mes coordonnées, cherchez-moi sur LinkedIn, allez-y, je suis ouvert à répondre à d'autres questions que vous pourriez avoir. Et ben voilà, donc il y a cette opportunité maintenant. Je ne sais pas quand vous finissez votre thèse, mais cette année, je pense qu'on a prévu de faire quelques recrutements. Donc, et je pense que ça va toujours continuer parce que bon, les métiers du consultant, ça tourne. Il y a des gens qui partent, des gens qui reviennent, c'est normal. Donc, voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Bien, c'est un bon message. S'il n'y a pas d'autres questions, de le traiter comme le mot de la fin. Et donc, merci encore énormément à Andrea d'avoir pris le Merci à temps vous. de nous parler de ses expériences. Je pense que c'est quelque chose qui va donner un peu de sujets à réflexion à nos thésards et nos étudiants. Je vous rappelle que la semaine prochaine, il y a un collègue qui te dit bravo, Andrea. Oui, je l'ai eu, merci beaucoup. Donc, la semaine prochaine, c'est Emmanuel Gouillard de Saint-Gobain Recherche qui va nous parler du verre, de ses fonctionnalités, de ses défis, de son rôle dans la crise climatique. Et les 3 autres conférences, donc après la conférence d'Emmanuel vendredi prochain, on a un petit break et puis on reprend le 11 mars, le 18 mars et le 25 mars. Merci à tous et à vendredi prochain. Au revoir. Merci surtout à Andrea. Merci à tous, merci pour vos questions et pour votre écoute. Au revoir.